face de ce type de mesures et qui sont confrontés avec la réalité, que ce soit dans le Valais pour les dernières éoliennes qui ont été mises ou à Cochapat, montrent que les prévisions ont plutôt sous-estimé les valeurs effectives de vent et de rendement qui sont tenues que surévaluées. Donc c'est plutôt relativement rassurant, disons, de voir ces éléments-là. Donc a priori, l'ensemble, on a des porteurs de projets et des promoteurs différents. L'analyse comparée des résultats de ces différents porteurs de projets converge à des nuances près liées à la méthodologie sur des valeurs de vente qui se tiennent. On n'a pas des écarts monstrueux. Donc il y a quand même un garde-fou qui a bien évidemment été pris et garanti par le service d'énergie. Là, je me plaçais plutôt par rapport à la valeur paysagère et l'impact paysager, hein, par rapport à l'épauler les communes. C'était ça ma question. Je me suis vraiment retenu dans le strict cadre du débat d'aujourd'hui, donc parce qu'il y a vraiment la question de l'impact paysager, ça se pose. Et vous avez aussi relevé vous-même la question, je veux dire, de l'impact, donc de la valeur du patrimoine. Vous l'avez dit. Donc, quelque part, je veux dire, je me place vraiment dans ce contexte de ce soir, et je crois que les communes ont besoin de l'aide du canton pour savoir où elles vont, parce qu'elles ne savent pas. Elles savent tout simplement qu'elles vont toucher de l'argent. C'était ça mon message à vous aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la procédure d'identification, les communes, elles ont donné une certaine acceptation par rapport au projet, mais c'est vrai qu'on ne leur a pas donné un catalogue d'outils d'aide par rapport à la pertinence d'implanter ce parc. Ça, c'est clair. La démarche, elle a été strictement cantonale. Maintenant, eh bien, on peut regretter, et ça c'est peut-être dommage, que je dirais tous les guides ou les documents pour optimiser l'insertion du paysage, notamment qui devront sortir dans les mois à venir de la Confédération, ne soient pas encore accessibles pour l'ensemble du public. Donc effectivement, il y a peu de documents. On parle beaucoup, mais en fait, il y a peu de documents pour s'appuyer. Il y a des éléments au niveau européen, mais au niveau de la Suisse, eh bien, c'est vrai que pour les études d'impact, ces guides d'insertion du paysage, ils ne sont toujours pas disponibles. Donc là, effectivement, ça pose un problème. Les projets vont plus vite que l'État ou les cantons sont aptes à se doter d'éléments, ou alors il faut qu'il y ait un certain nombre de projets pour que les questions se posent et puis des études débouchent sur des propositions ou des concepts. Ça, c'est un petit peu dommage. Si je peux juste me permettre encore un tout petit mot sur cette question-là. Vous avez eu tout à l'heure une série juste illustrée avec les deux cartes, les deux dernières cartes que je vous ai montrées, pour dire que notre préoccupation, c'est pas simplement de faire une première évaluation, mais plutôt de trouver les bons outils qui permettent ensuite de procéder à des modifications, des évolutions ou des améliorations, j'espère, de certains projets. Donc ces outils-là, ils sont à disposition maintenant des communes aussi pour commencer à discuter dans le détail comment les choses se passent, est-ce qu'on est vraiment dans une prévisibilité ou pas d'un point de vue paysager. Il y aura encore un travail important à produire sur ces questions d'intégration paysagère. L'objectif étant toujours celui-là de dire on doit réfléchir à la fois à la grande échelle et à la proximité immédiate d'objets qui sont protégés. Et c'est dans ce sens-là qu'on souhaite pouvoir effectivement accompagner ce processus qui va viser à une planification sectorielle. Merci Monsieur Chenu. Je crois qu'il y a une question chez Monsieur. Oui, c'était peut-être juste un complément. Jean-Marie Rouillet, je suis impliqué dans le projet de Jura Sud et dans les éoliennes du Valais. Alors je confirme ce qu'a dit Madame Streber-Perrin. La production est nettement supérieure à ce qu'on avait prévu. Mais j'aimerais revenir sur l'exposé. Excusez de vous, monsieur. J'aimerais revenir excusez-moi sur 3 points. Voilà, c'est ça. Le premier point, le seuil de démarrage est élevé, vous avez dit. En ce qui concerne les éoliennes en Valais, ça démarre en dessous de 8 km/h. Ça produit la pleine puissance à 40 km/h et ça continue de produire jusqu'à 100 km/h. Ensuite, vous avez dit que la vitesse de rotation des éoliennes dépendait du réseau, était liée au réseau électrique. Alors absolument pas. Galvaniquement, c'est tout à fait découplé. La vitesse de rotation est liée au diamètre et à la vitesse du vent. Plus le diamètre est grand, plus elle tourne lentement, parce qu'il y a une limite qui est la vitesse en bout de pâle, c'est 290 km/h. Voilà. Et puis,
et c'est surtout pour ça que j'ai voulu intervenir. Vous avez dit que l'OFEL ne soutenait pas l'énergie éolienne. Alors l'OFEL, dans sa planification 2050, dont on parle en long, en large et en travers, a prévu 4,5 milliards de kilowattheures éoliennes, ce qui correspond, juste pour la petite histoire, mais c'est quand même souvent une référence, c'est 1,5 fois la centrale nucléaire de Mühleberg. Et il y a exactement 10 jours, Madame Leuthard, dans un symposium à Berne, a été très claire sur son soutien à l'énergie éolienne. C'est tout. Alors, je vous remercie, monsieur. On a là une petite querelle d'experts. Je ne sais pas si monsieur Hertig veut répondre encore une fois. Merci. Alors, je ne vais pas répondre sur les deux premières questions dans la mesure où ça dépend de la technique des éoliennes. Dans le Nord, on voit très bien les éoliennes sont couplées. C'est possible que les plus grosses ne le soient plus. Donc, sur ce point-là, je ne vais pas revenir sur des questions techniques avec une évolution. C'est possible que je ne sois pas tout à fait au point. Par contre, sur la question que vous avez soulevée quant à savoir si l'OFEL soutenait ou soutenait pas, je vous remercie en fait de poser la question parce qu'elle me permet d'ouvrir le débat à un petit peu un autre niveau. Effectivement, la question qui se pose fondamentalement avec l'énergie, je crois qu'on a une grande erreur dans le débat, une énorme erreur dans le débat, c'est qu'on confond l'énergie et la puissance. Et je pense que c'est là qu'est le point fondamental de tout le débat, faut-il ou faut-il pas, des énergies renouvelables de type éolienne, de type solaire, etc. La vraie question, c'est qu'on ne doit pas remplacer un certain nombre de térawattheures par an de puissance, mais on doit remplacer des mégawatts. Alors là, j'ai une petite anecdote. Si vous choisissez une voiture, vous allez la choisir d'abord en fonction de sa puissance. Vous allez savoir si vous prenez une voiture qui a, disons, 80 kW, c'est-à-dire 100 chevaux, ou 80 chevaux, ou une voiture qui fait 250 chevaux. Et c'est la première question qui se pose. Pourquoi? Parce que cette voiture, elle devra avoir un certain nombre de prestations, elle devra rendre un certain nombre de prestations. Si vous voulez 5 dedans, dans une voiture de 80 chevaux et que vous voulez rouler pendant une très longue période sur une autoroute, vous êtes un peu limite. Et donc, on voit très bien que cette question de la puissance est déterminante. D'autre part, si vous mettez de l'essence dans votre voiture, vous allez vous poser la question quand même, comment est-ce qu'on va consommer d'énergie, c'est évident. Et donc, dans cette question-là, vous allez voir qu'il y a des variations entre 4 litres, 5 litres, etc. Mais vous n'allez pas mettre des pédales dans la voiture pour accompagner et économiser la consommation d'essence. Je veux dire par là que de rajouter des clopinettes dans le système électrique ne va quand même pas, se mettre des pédales dans une voiture, ne va pas modifier le problème global. Et ça, c'est la première question. Quand je parlais de puissance, je dirais, l'idée de dire on met de l'éolien pour compléter l'énergie, on va devant la même question que vous mettez un moteur de 20 kW, c'est-à-dire un moteur de grosse moto, dans votre voiture, donc le petit boguet à 20 kW, et puis votre voiture ne va pas pouvoir monter sur la montagne. Donc toute la question de dire on va simplement remplacer l'énergie manquante par des sources d'énergie qui ne sont pas disponibles au moment où on a besoin pour remplacer la puissance manquante est un problème. Lorsqu'on ajoute que ce n'est pas Mühleberg qu'il faut remplacer, c'est une petite centrale. Ce qu'on est en train de vouloir remplacer, c'est Leibstadt, Gösgen, Betznau 1, Betznau 2 et Mühleberg. Plus 3 centrales nucléaires en France. La centrale de Fessenheim, la centrale de Bugey, donc qui est étrange dans ces deux centrales, et puis la centrale au nord de la France. Pardon ? Cattenom, exactement. Et donc, lorsqu'on prend ces 3 centrales françaises, on se dit, mais pourquoi la Suisse doit les remplacer? Ben, tout simplement parce que pendant le moratoire, première étape de la longue aventure du nucléaire, première étape, on a décidé qu'en Suisse, nos électriciens n'ont pas pu construire les puissances qui étaient nécessaires, et pour produire de l'énergie pour ce pays, on a construit 3 centrales nucléaires en France. Et à la fin, on a dit, oh ben, on s'en fiche, on vous les donne, mais donnez-nous des droits de tirage sur les centrales françaises. Et c'est ce qui fonde le droit de tirage sur les centrales françaises, ce droit de tirage dont on parle absolument dans le débat énergétique. Donc aujourd'hui, la question, c'est pas de remplacer quelques gigawattheures par an, mais c'est de remplacer 5000 mégawatts de